Qu'en est-il des restrictions américaines sur les puces pour l'intelligence artificielle? On le sait, juste avant son départ, l'administration Biden, pour des raisons de sécurité nationale, a déposé un texte qui impose des restrictions sur l'exportation de technologies qui sont capables d'accélérer le traitement IA. Alors, où en est-on? Et puis surtout, quel risque cela fait peser aujourd'hui sur le développement de l'Europe en matière d'intelligence artificielle? Pour en parler, Yann Serra, bonjour. Bonjour Delphine. Grand reporter au Mag IT, vous couvrez pour ce magazine les domaines des serveurs, du réseau, de la virtualisation, et on vous doit très récemment un excellent article sur la menace qui court sur la production de puces pour l'IA. À côté de vous, François Candelon, bonjour. Bonjour. Operating Partner chez Seven2. Seven2, c'est ex-Apax Partners, qu'on connaît bien ici aussi dans Smartech, fonds d'investissement européen basé à Paris. Vous êtes un expert en intelligence artificielle et stratégie numérique. Je voulais qu'on commence justement par un point sur notre niveau de dépendance en matière de puces pour l'IA. Quels sont les chiffres aujourd'hui de production? Est-ce qu'on les connaît, ces chiffres de production de puces? On les estime. Donc on estime, alors en fait, les puces, les GPU, qui servent à entraîner les LLM, les IA, sont vendus à 98% par Nvidia, et on estime que Nvidia met sur le marché 2 millions de ces GPU-là par an, donc 500 000 par trimestre. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on entend quand on écoute l'écosystème, c'est on n'en a pas assez. Non, on n'en a pas assez. Visiblement, c'est la chasse au trésor, quand même. Bah oui, parce qu'en fait, le problème qui se pose, c'est que l'année dernière, vous aviez 75%, c'est-à-dire les 3/4 quand même de la production, qui ont été avalés par les géants d'Internet, par six géants d'Internet. Donc les hyperscalers, c'est Microsoft Azure, Amazon AWS, Google GCP. Ça, c'est ceux qui vont revendre après des services. Et puis vous avez aussi les réseaux sociaux. Donc on a XAI, on a Meta, Facebook, et puis on a ByteDance qui est TikTok. Voilà. Alors ces 6 acteurs-là ont avalé, les 3/4 de la production. Donc, du coup, il ne reste plus qu'un quart. Donc, ça va être un problème pour tous les petits hébergeurs, et puis aussi pour tous ces projets étatiques. J'ai envie de dire, si je m'appelle Nvidia, pour moi, je ne vois pas de problème. Je me dis, c'est super, j'ai un potentiel de croissance extraordinaire. Oui, alors sauf qu'il faut les produire. Non, mais voilà, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, il faut les produire. À l'heure actuelle, il y a une seule usine à Taïwan qui va produire donc, la nouvelle génération de puces. Et en fait, cette usine, elle a une production qui est finie. Depuis 2021, c'est toujours la même production. Et on estime que donc Nvidia fait à peu près 3000 wafers par... Alors, les wafers sont les disques sur lesquels on grave les puces. Et fait à peu près 3000 wafers par mois. Et en fait, ça sera pas suffisant, quoi. En fait, il y a 65 puces par wafer. Alors après, il faut faire un peu des mathématiques, mais en fait, on se rend compte que ça sera pas suffisant. Alors, on sait que ces 2 millions de puces qui mettent sur le marché, ce sont des puces pour le monde occidental. C'est très difficile d'estimer ce qu'ils vendent à la Chine. Soi-disant, ils vendent des puces... des générations précédentes. C'est pas des générations précédentes, c'est moins performante, mais en fait, en vrai, on pense que ce sont les mêmes qui sont un petit peu bridés, si on peut dire, et puis en fait, derrière, les Chinois peuvent très bien les débrider, on n'a pas l'info, on ne sait pas. Mais enfin toujours est-il que il y a beaucoup trop de demandes par rapport à l'offre. François, est-ce qu'aujourd'hui, en Europe, on a cette inquiétude justement sur un manque d'approvisionnement en matière de puces IA? C'est pas encore arrivé jusque-là. Non, mais je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a déjà non seulement le manque de puces, mais pour moi, le problème en Europe, c'est le manque d'appétit. C'est-à-dire que malgré tout ce que l'on voit et les 109 milliards qui ont été annoncés au AI Summit, les 200 milliards au niveau européen, etc., je pense qu'aujourd'hui, moi, ce qui me frappe en Europe, c'est le manque de compréhension de cette révolution qui est en marche. Parce qu'aujourd'hui, si je prends même, je vais revenir sur la Chine, notamment avec DeepSeek, on sait bien que DeepSeek a utilisé quand même pour se faire tout un ensemble de GPU, donc le nombre n'est pas connu. Mais ce que l'on voit, c'est que nous allons arriver... Et il y a encore des recherches pour des modèles de nouvelle génération qui, eux, vont demander des millions de GPU pour être entraînés. Et donc, face à ça, la question du contrôle
de la distribution des GPU va être une arme géopolitique massive. Et donc, on se retrouve avec est-ce que les Chinois vont en bénéficier? Oui, non. Comment est-ce qu'ils vont trouver les moyens d'en chercher d'autres? Ce que fait AMD, parce que Nvidia, pour l'instant, est en situation quasi monopolistique, mais les autres fournisseurs de puces essaient de se déployer sur des niches un peu plus, ou de trouver des moyens d'intégrer, notamment par rapport au stockage. Il y a, si vous voulez, des difficultés, ce qu'on appelle en anglais des bottlenecks, qu'ils essaient de résoudre pour pouvoir être beaucoup plus efficaces. Donc, je pense que ce marché de la puce est un marché qui est en pleine évolution. Ça demande du temps, parce que n'oublions pas que nous sommes sur le physique. Quand on parle des data centers en Europe, et en France en particulier, on parle d'une mise en œuvre au mieux, une mise en 2027. Donc il se passe du temps, on est dans un monde physique. On l'a un peu oublié, et c'est pour ça d'ailleurs que la Silicon Valley, qui a été fondée là-dessus, réussit en fait à se développer encore mieux et être extrêmement actif. Mais pour moi, le problème en Europe, c'est celui de l'appétit, de la compréhension. On n'est pas assez mort de faim en fait pour se bagarrer pour. On n'est pas d'un côté assez mort de faim, mais de l'autre côté, pour moi, il y a une phrase qui avait été dite par un professeur de stratégie à Harvard, Michael Porter, dans les années 90, qui disait que la compétitivité d'un pays dépendait de la capacité de son industrie à innover et à se moderniser. Je pense qu'aujourd'hui, avant même de penser GPU et autres, nous avons une vraie difficulté qui est la capacité et la volonté de nos industries, de nos PME, de nos ETI, de nos grands groupes, à effectivement embrasser cette nouvelle révolution. On en est où des restrictions américaines sur l'exportation des puces? Alors bon, on en est toujours au même point l'année dernière, où en gros Joe Biden, à une semaine de partir, a décidé comme ça de poser des quotas et donc de dire qu'en gros il n'y avait que 18 pays dans le monde. Alors ça tombe bien, on en fait partie, qui ont le droit d'acheter autant de puces qu'ils veulent. Tous les autres pays, alors la globalité des autres pays ne peuvent en importer que 50 000, donc ces fameux GPU, toujours, 50 000 tous les 2 ans, donc ce qui est finalement pas beaucoup. Qui est pas beaucoup. Et bien évidemment, la Russie, la Chine, tous ces pays-là n'ont pas du tout le droit c'est zéro. Bon, mais ils arrivent tout de même à en importer par des Il y a quand même des conséquences pour la France, hein. Alors, le problème en fait qu'on va avoir en France, c'est-à-dire que si nous, on peut en importer autant qu'on veut, on n'a pas le droit d'en réexporter. Ouais. Alors, donc typiquement, on va penser à des acteurs français du cloud, OVH Cloud par exemple, qui veut s'installer ailleurs, en fait, ne peut pas non plus emmener trop de GPU. Mais même au-delà du cloud, on a aussi des industriels, l'armement, Thales, qui met en fait des puces d'intelligence artificielle. Ils font, vous savez, des centres de contrôle là, super high-tech. Bon, ça, typiquement, ça fonctionne avec ces puces-là, ils ne pourront plus les vendre à, je sais pas, l'Arabie Saoudite, par exemple. Ouais. Bon, ou alors, il faut demander la permission à Donald Trump. Il faudra avoir l'autorisation, c'est ça. Il faut demander la permission à Donald Trump. Alors après, on ne sait pas si Donald Trump va l'accorder. Bon, voilà, c'est un petit peu le souci. Mais ce que j'aimerais dire quand même, c'est que ça va un peu au-delà de l'Europe versus les États-Unis. Il faut comprendre qu'à l'heure actuelle, les gros acteurs de l'IA, de l'infrastructure d'IA, ce sont les gens du cloud. Ce sont véritablement les 6 acteurs dont on a parlé juste avant, mais qui sont même contre un petit peu le gouvernement américain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Microsoft, par exemple, en fait, et pas du tout dans cette histoire de Stargate. Alors s'ils y sont, ils ont donné leur nom, mais en fait quand on leur demande, parce qu'il y avait une histoire un problème d'investissement sur Stargate, vous savez, c'est 500 milliards, mais alors personne n'a compris d'où allaient venir ces 500 milliards. Et alors on a dit, Microsoft, vous qui avez beaucoup d'argent, il y a votre nom, c'est vous qui allez tout apporter. Et Microsoft a dit, nous, on joue notre jeu à nous. Donc, nous, on fait nos data centers et nous, on va continuer à acheter des GPU pour les vendre partout dans le monde. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que demain, a priori, quand nous, les Français, on va vouloir faire de l'IA, on sera obligé de acheter du service chez Microsoft pour pouvoir utiliser ces fameuses puces, parce qu'elles ne seront pas disponibles sur le marché. Parce que les entreprises, même les grands industriels, ne pourront plus avoir leur propre data center. Même si on veut mettre 109 milliards sur la table, on n'est pas sûr de pouvoir les peupler, ces data centers. Donc il faudra passer par les gens du cloud. Dans ces investissements, on retrouve les Américains dans ces 109 milliards. Mais c'est pour ça que je pense que le terme souveraineté n'est pas le bon. Je pense qu'il faut parler d'autonomie stratégique. Oui. On l'a pas encore employé, vous noterez. C'est pour ça. Mais enfin,
on y allait assez rapidement. Donc je pense autonomie stratégique parce qu'il faut que l'on réussisse à travailler avec ces hyperscalers pour pouvoir effectivement trouver une capacité de notre côté à pouvoir être autonome. Mais on ne sera pas dans une question, je pense que l'idée de se dire tout est européen, on ne travaille qu'entre Européens, etc. est une idée qui ne va pas fonctionner. D'abord parce que le niveau de compétitivité ne sera pas là. C'est-à-dire que Mistral, c'est super. Non, mais Mistral, c'est super. On sera toujours sous dépendance, de toute façon. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à la manière d'interagir et quels sont nos leviers pour interagir. Il faut qu'on danse avec ces loups technologiques. Alors, l'autre question, parce que je vous ai entendu parler de DeepSeek, qui avait des puces moins performantes, voilà, moins rapides, moins puissantes. Mais finalement, on a besoin de quoi exactement aujourd'hui en matière de puces pour faire tourner justement ces grands modèles, pas que de langage, puisque aujourd'hui... Multimodaux, oui. Oui, alors en fait, alors, il y a deux étapes dans l'IA. Il y a l'entraînement, qui a besoin donc, de ces puces très performantes. Et puis après, il y a l'utilisation, qu'on appelle l'inférence. Donc c'est là où on a l'IA générative, où on a la reconnaissance de motifs sur des vidéos. Donc effectivement, dans le catalogue de NVIDIA, on a deux types de puces. On a ces fameuses puces pour l'entraînement qui ne sont livrées qu'à 2 millions d'exemplaires, et on a d'autres qui sont plus proches des puces graphiques qu'ils faisaient auparavant, qui là ont l'air d'être disponibles. Mais ça reste quand même du NVIDIA. Donc l'idée, c'est que effectivement, peut-être que nous, demain, on n'aura pas besoin... C'est compliqué. Au départ, on s'était dit, bon, finalement, l'entraînement, on va entraîner des langages. Une fois que tous les langages auront été entraînés, on n'aura plus besoin d'en entraîner, quoi. L'IA aura la connaissance universelle et on n'aura plus qu'à l'utiliser. Ça, c'était le point de départ. Et puis, grâce à des gens comme Mistral, grâce à des gens comme DeepSeek, finalement, on a compris que finalement, on était mal parti. Il vaut mieux avoir des petits modèles. Alors on a dit, du coup c'est frugal, ça a besoin de moins de puissance de calcul. Mais en fait c'est pas vrai, parce que si vous avez 10 petits modèles qui sont 10 fois plus petits qu'un gros, en fait ça revient exactement le même. On finit par avoir le même résultat. On finit par avoir le même résultat. Bon, donc on s'est dit, finalement on va devoir continuer à acheter ces puces très puissantes. Par ailleurs, on s'est rendu compte aussi que pour utiliser l'IA, en fait, il y avait, alors c'est un peu technique, pardon, mais en l'occurrence, il faut une mémoire intégrée à la puce. Or, les mémoires intégrées à la puce, elles ne sont pas dans les puces qui sont censées faire de l'inférence, elles sont dans les fameuses, toujours puces, les grosses puces. Alors du coup, les gens du cloud ont très bien compris qu'en fait, il fallait faire des réserves de ces grosses puces-là, qui n'allaient pas du tout les remplacer tous les ans et tout pour sauver la planète, gagner, consommer moins d'énergie au fur et à mesure des nouvelles générations. Non, ils vont les garder pour continuer en fait à faire des services d'utilisation. Donc on est toujours sur ces fameuses grosses puces-là qui ont cette fameuse mémoire. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est en fait qu'on arrive à créer des puces qui n'ont pas besoin d'autant de calcul, mais qui ont ces mémoires dedans. Et alors pourquoi je vous dis ça ? Oui. Parce que on a en France un acteur qui s'appelle Seapearl. Bon, pour l'instant, ils ne vendent pas, ils ne produisent pas pour l'instant, mais en fait, c'est le seul qui va créer une puce qui, comme ça, en fait, qui va donc du coup ne va pas beaucoup calculer pour entraîner, mais elle va avoir cette mémoire qui va permettre en fait normalement à pas cher et en plus c'est un projet qui est financé par l'Europe, par des projets européens. C'est France 2030, je crois. Voilà, tout à fait, en partie. Ouais. Donc ça c'est une option qui vous semble rassurante. Oui, qui est excitante. Bon, d'accord. Non, mais je pense en revanche, il y a un point que je voudrais faire et DeepSeek n'est pas une rupture de génération. C'est-à-dire qu'en termes de performance, c'est un peu la même chose, mais c'est comme vous aviez les mêmes ingrédients et ça a été un super cuisinier qui a réussi à faire. Mais l'IA, en général, est toujours en mouvement. C'est-à-dire que la qualité des LLM, des LMM, donc Large Multimodal Models et autres, fait que nous allons aller vers une autre génération. C'est-à-dire que là, on n'est plus sur uniquement les modèles qui ne résonnent pas, on arrive aussi à des modèles qui résonnent. On va avoir des questions sur quel est le niveau d'intelligence dont on a besoin en fonction de la tâche que l'on donne. On n'a pas besoin de la même voiture pour amener ses enfants à l'école et puis pour faire la route, partir en vacances. Donc, c'est un petit peu ça qui va arriver, et ça, on est dans une nouvelle étape de recherche qui va nécessiter énormément de ces puces très sophistiquées. Ouais. Et alors, pour ajouter un point là-dessus, en fait, vers quoi on va ? On va vers donc ce qu'ils appellent l'IA agentique. Alors, l'IA agentique, qu'est-ce que ça va être ? Vous allez poser votre question à une IA, et en fait, l'IA, plutôt que de vous répondre, plutôt que d'avoir un très gros modèle, elle va
chercher elle-même toute seule sur Internet les autres agents qui sont spécialisés et elle va découper votre prompt en 10 parties et chaque partie va être traitée par un agent, par une autre IA quelque part, hébergée chez quelqu'un d'autre. Et donc ça va beaucoup là-dedans. Et alors, du coup, ça va, effectivement, vous avez raison, ça va aller au-delà d'avoir des puces, il va falloir avoir des réseaux très rapides pour que ces IA communiquent. J'étais chez Cisco la semaine dernière, donc ils travaillent beaucoup là-dessus et ils m'ont dit, alors il y a un truc extraordinaire, c'est que le Web 3, donc vous savez, le machin là, qui n'a jamais marché, en fait, grâce à cette IA agentique où les agents vont communiquer entre eux, ils vont devoir communiquer, ils vont devoir s'identifier avec des blockchains, et donc ça va être la renaissance du Web 3. Alors ça, vu qu'il y a plein de gens en France qui ont investi là-dedans pour rien, peut-être totalement inorganique. Et principalement inorganique, c'est-à-dire que c'est quelque chose, ils vont créer leur Web 3 à eux, les agents, entre guillemets. Oui, c'est ça. Bon, alors après, selon Cisco, il faut que ce soit ouvert. Là, donc on s'aperçoit, comme vous l'avez dit, François, qu'on a vraiment un problème très physique, très matériel aujourd'hui dans l'IA. Est-ce que vous êtes quand même optimiste avec les 109 milliards et on doit rajouter quand même les 200 milliards aussi d'euros au niveau de la Commission européenne? Est-ce que vous dites, on avance parce que c'est justement pour des infrastructures physiques que absolument. Ces enveloppes sont développées. Je dirais, est-ce que je suis optimiste? C'est très bien qu'il y ait ces annonces. Maintenant, entre les annonces de la coupe aux lèvres, il se passe pas mal de choses, donc j'espère simplement que la coupe atteindra les lèvres. En fait, il faut un peu se méfier de ces annonces. Voilà, on met de l'argent sur la table. Est-ce que c'est pour investir et puis après en tirer des dividendes de ce qui va créer zéro PIB, ou est-ce que c'est pour véritablement construire quelque chose? Si on n'a pas les puces, on ne va pas construire grand-chose. Moi, j'aime bien l'approche européenne qui a été un peu différente de ce qu'on a fait nous en France et de ce qu'ont fait les États-Unis, qui est de dire nous en fait, on ne va pas investir que dans les GPU. On va aussi investir donc dans le stockage de données, dans les réseaux, parce que c'est ça demain en fait que sur le détail technique sur lesquels l'IA va reposer. Donc c'est vraiment... Parce que le stockage, c'est hyper important. Vous avez des puces qui traitent très vite vos informations. Mais les entreprises, elles veulent donner à manger, elles veulent injecter leurs propres données pour que l'IA leur réponde sur leurs besoins métiers. Mais si elles sont incapables d'injecter les données très rapidement, finalement, vous avez des puces très très puissantes qui tournent à vide. Donc en fait, on ne se rend pas compte, mais le stockage, c'est véritablement le nerf de la guerre après les GPU. Mais c'est pour ça, je pense qu'il y a la partie technique, la partie physique, mais la partie, et moi ce qui me frappe, c'est le retard que prennent nos entreprises dans l'adoption. Et ça, c'est un vrai souci. Et c'est pour ça que je trouve que... Elles font partie du maillon de la chaîne. Elles sont au cœur, parce que d'une certaine manière, ce sont à elles de créer de la valeur, au-delà d'avoir des puces. Si les puces tournent à vide, si on ne sait pas les utiliser, si on n'a pas de cas d'usage. On n'a pas de cas d'usage, ou si on ne crée pas de valeur avec. Je ne suis pas sûr que les cas d'usage soient la bonne option, mais non, je pense qu'il faut redessiner davantage les processus, il faut moderniser nos entreprises. Et c'est un gros travail de mise en œuvre de connaissances, de s'assurer que chacun réussit à effectivement redessiner ses processus, le fait qu'on ait moins de frustration et de frais de restructuration. Ça fait quand même beaucoup de conditions tout ça. Moi, je vous invite à découvrir la dernière couverture de Diplomatie Magazine. Son grand dossier parle de géopolitique des migrations. Vous y trouverez aussi un dossier sur la cyber et l'IA au cœur des enjeux. Voilà, excellent magazine pour comprendre justement tous ces enjeux géopolitiques aujourd'hui, notamment autour du numérique. Merci beaucoup à tous les deux, Yann Serra et François Candelon. Merci.